Salut à toutes et à tous, c'est Cam, on se retrouve aujourd'hui pour la tier list lecture manga du mois de novembre, c'est parti. Comme vous le savez peut-être, maintenant les lectures manga sont en deux parties, donc n'hésitez pas à aller voir la première partie si vous ne l'avez pas encore vue, c'est la vidéo précédente, je vous la mets en description. Et on commence tout simplement par mon coup de cœur de cette vidéo, c'est Demande à Modigliani, édité chez Naban Édition. C'est en 5 tomes et c'est terminé. C'est un manga qui va nous parler d'art, mais pas d'art comme dans Blue Period. Blue Period, vous le savez, je l'ai revendu il y a pas longtemps, j'avais bien aimé, mais je me suis lassé avec le temps, et je trouvais ça avec un petit peu de recul, un petit peu élitiste justement et que basé sur la peinture. Donc au bout d'un moment, en fait, je continuais à acheter les tomes sans avoir vraiment envie de les lire, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment tout en bas de ma pile à lire. Et quand on commence à agir comme ça avec un manga, c'est que c'est pas bon, et qu'en général, il faut réfléchir justement à le vendre pour acheter quelque chose d'autre. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, après avoir vendu Blue Period, j'ai eu du mal à me dire je vais acheter un autre manga sur l'art parce que j'avais peur que ce soit toujours la même chose. Et finalement, j'ai passé le pas et j'ai acheté Demande à Modigliani. Demande à Modigliani, ça va nous parler de ces trois personnages, donc Chiba, Mo et Fujimoto, qui sont tous les trois étudiants en école d'art au Japon, et qui ont tous les trois des spécialités différentes. Et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est un des points forts pour moi de ce manga, c'est que justement on n'est pas que sur de la peinture, et on n'est pas quasiment pas du tout en fait sur de la peinture, puisqu'il y en a un qui va faire de la verrerie, l'autre qui va faire du néon de gaz. En fait on explore tout type d'art, et c'est ça que j'ai bien aimé. On se cantonne pas juste à la peinture, on se dit pas art égale peinture. La deuxième force pour moi de Demande à Modigliani, c'est le côté slice of life qui est vraiment dominant. C'est-à-dire que l'art c'est le thème du manga, puisque c'est vraiment... on les suit dans leur quotidien d'étudiants en art, mais le thème principal c'est vraiment le slice of life, donc ce qui se passe à côté, la psychologie des personnages qui est vraiment très importante et qui est vraiment au cœur du manga, et ça j'ai adoré, et j'ai trouvé justement les trois personnages sont totalement différents, mais ils sont liés par une amitié tellement puissante, tellement touchante, qu'on a envie de les voir en fait, qu'on a envie de les voir se développer ensemble et avancer ensemble. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est séparé en chapitres, et on va avoir 2-3 chapitres sur un personnage, puis 2-3 chapitres centrés sur un autre personnage, puis 2-3 chapitres sur un autre personnage. On ne laisse jamais de côté en fait un des trois personnages, et même sur un chapitre centré par exemple sur Shiba, on va avoir les deux autres personnages qui apparaissent parce que leur vie est étroitement liée en fait à tous les trois, et ils sont un petit peu inséparables. On va vraiment les suivre dans leurs moments de grâce qui sont assez rares quand même dans cette école d'art, mais aussi dans leurs moments de doute qui sont beaucoup plus nombreux, puisque ils ont tous la vingtaine, c'est un âge où on sait pas trop ce qu'on veut faire, ils sont en école d'art mais ils savent pas trop ce qu'ils vont faire après, est-ce qu'ils vont devenir prof, est-ce qu'ils vont vraiment persévérer dans leur art, et pour avancer, pour prendre ce genre de décision, ils vont se concerter en fait tout le temps. Ils ont besoin l'un de l'autre, et ça c'est vraiment beau à voir en fait, c'est vraiment touchant, et c'est ça que j'ai adoré dans ce manga. Il y a plein d'autres choses, je vais pas vous parler de tout aujourd'hui, mais en tout cas n'hésitez pas à foncer vers Demande à Modigliani. Moi voilà, c'est vraiment l'un de mes coups de cœur du mois, et je regrette absolument pas d'avoir franchi le pas et d'avoir lu un autre manga sur l'art, puisqu'il est totalement différent de Blue Period. Le seul point commun c'est que ça aborde l'art, mais tout le reste c'est vraiment totalement différent. Et bah, merci à Naban d'avoir édité ce manga. En plus c'est le premier manga qu'ils ont édité dans leur catalogue, et c'était quand même un choix assez culotté, donc bravo à eux, et j'espère qu'un jour Demande à Modigliani rencontrera le succès qu'il mérite. Donc Demande à Modigliani, je vais le noter 18 sur 20. Toujours chez Naban, Destination Terra en 3 tomes. C'est un manga post-apocalyptique qui va nous parler d'un futur où la Terre a été épuisée de toutes ses ressources et où les humains sont allés vivre dans l'espace sur une autre planète, mais dans une société beaucoup plus hiérarchisée, beaucoup plus structurée. C'est-à-dire que cette nouvelle société, elle est dominée par des ordinateurs, par une intelligence artificielle, et tous les humains qui ne répondent pas aux critères, on s'en débarrasse, tout simplement. Il faut vraiment rentrer dans les clous, il faut pas dépasser d'un seul poil et suivre ce que la société demande. Et parmi ces humains, il y a une autre race d'humains qui s'est développée, qui s'appelle les Mu, et qui, eux, contrairement aux humains normaux, ont des pouvoirs télépathiques. Et les Mu, bien sûr, c'est un petit peu les ennemis de cette nouvelle société, de cette intelligence artificielle, puisqu'avec ces pouvoirs télépathiques, ben forcément, ça sort des clous, ça sort de ce qu'ils avaient décidé, eux, pour la nouvelle race humaine. Et donc on va suivre le destin très lié de deux personnages, de Jomi et de Kiss, qui sont dans ce premier tome en fait la moitié est sur Jomi et la moitié est sur Kiss, et ensuite forcément les destins de ces personnages sont assez liés puisqu'ils sont naturellement rivaux en fait. Je vous en dis pas plus, vous verrez en lisant le manga. Avec Destination Terra, on a toute une réflexion sur l'écologie bien sûr, puisque c'est la faute des humains si la Terre a perdu toutes ses ressources naturelles, c'est eux qui l'ont épuisée avec leur surindustrialisation, leur surconsommation de toutes les ressources naturelles. Mais on a aussi bien sûr toute une question sociologique, puisque
ça va être l'affrontement entre deux idéologies, une idéologie qui est hyper contrôlante et une idéologie qui veut retourner à une certaine liberté. Globalement, j'ai beaucoup aimé Destination Terra. Justement, j'ai trouvé cet affrontement entre les deux idéologies très intéressant. Les personnages sont très bien développés aussi. Le petit hic de Destination Terra, c'est le rythme qui est un petit peu lent. Vous le voyez au dessin, c'est un manga des années 90, donc forcément on a un style un peu plus old school, un style des mangas un petit peu de l'époque. Et moi, c'est pas trop mon truc, l'old school. Alors je suis sorti de ma zone de confort avec Destination Terra, et j'ai bien fait parce que globalement c'est vraiment un manga que j'ai bien aimé. Mais je suis pas très habitué à ce rythme un petit peu lent. C'est-à-dire que ce qui a été fait en 3 tomes aurait peut-être pu être fait un peu moins si on avait un petit peu moins insisté sur certains moments. Mais vraiment, l'écriture des personnages et l'écriture de l'histoire en général est très intéressante, très intelligente. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc ma note à Destination Terra s'oriente plutôt vers un 15/20. Ça aurait pu être un petit peu plus, mais 15/20 c'est la première note qui m'est venue. On continue avec du Junji Ito avec les cauchemars de Mimi chez Mangetsu. Mais j'ai bien aimé ce recueil d'histoires sur Mimi, qui est un personnage qui a pas de chance, mais aussi qui cherche un petit peu, puisqu'elle va dans des endroits un petit peu sombres, des cimetières, des forêts, etc. Et forcément, dans ces endroits, il y a toujours des choses un petit peu surnaturelles qui se passent, des choses pas forcément positives, et ça arrive toujours à une personne, à Mimi et à son entourage. Donc on va suivre toutes ces péripéties dans ce recueil d'histoires courtes. Vraiment, c'est un des recueils que j'ai le plus apprécié, je pense, de Junji Ito. Alors, c'est un petit peu court, il n'y a pas énormément de pages, mais justement, c'est assez efficace. Là, je parle bien sûr juste de l'histoire. Après, pour l'édition, elle est très belle, mais elle est trop chère. Ça, on en a déjà parlé. Mais voilà, au cauchemar de Mimi, je vais lui mettre un 16/20. On arrive bientôt à la conclusion des Enfants de la Mer avec le tome 4. À l'occasion de la sortie de ce tome 4, je me suis tout relu. Alors j'aurais peut-être dû attendre parce que j'aurais dû attendre la sortie du tome 5. Et il y a moyen que je relise tout aussi à la sortie du tome 5. Mais c'est tellement un plaisir de relire ce manga, de re-regarder surtout ces planches incroyables de Daisuke Igarashi, que ça m'a pas gêné, honnêtement, de tout relire. Et ça m'a permis de me mettre vraiment dans l'ambiance pour lire ce tome 4, qui était très bon, encore une fois. Là, on voit vraiment le passé de Jim et Anglade, les deux professeurs, et qu'est-ce qui les a un petit peu éloignés, qu'est-ce qui les oppose. On développe aussi le personnage de Kanako, la mère de Ruka, et on est toujours dans ce côté onirique, sous la mer, on se régale. Franchement, moi, c'est un vrai régal, et j'ai hâte du tome 5 pour voir comment on va finir l'histoire. Et je pense aussi que je vais regarder le film d'animation, j'en ai entendu beaucoup de bien, donc j'attends d'avoir le tome 5 pour tout lire, et ensuite je regarderai les films d'animation. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez vu, et qu'est-ce que vous en avez pensé, parce que ça m'intéresse beaucoup. Et ce tome 4 des Enfants de la Mer, je vais le noter 17/20. Chez Mangetsu, le tome 8 des Enfants d'Hippocrate, j'aime toujours autant cette série. Alors le tome d'avant, le tome 7 était exceptionnel, celui-là est très bon également, il n'est pas exceptionnel, mais on continue dans l'histoire, on continue sur le développement de tous les personnages, de Mako, de son frère Hideki, toujours avec des secrets un peu dans cette famille, avec notamment le père qui est le directeur de la clinique. Donc on a hâte de voir comment va se développer le récit, en tout cas toujours aussi intéressant, toujours aussi simple à lire, et ça fait plaisir. Donc les Enfants d'Hippocrate, je vais lui mettre un 16/20. Chez IMHO, Litchi Ikari Club Collaboration, c'est une collaboration, comme l'indique son titre, entre l'auteur Usamaru Furuya, donc l'auteur de Litchi Ikari Club, et Yama Awayama, qui est l'autrice de Oshi dans le Jardin des Filles, et qui est surtout une énorme fan de Litchi Ikari Club, et ça se voit justement dans ce recueil. Alors ça va être mi-artbook, mi-histoire courte de Yama Awayama, principalement. Donc l'artbook, ça va être soit des créations de Usamaru Furuya, soit des créations de Waya Wayama en rapport avec Litchi Ikari Club ou avec notre Ikari Club. C'est vraiment un recueil qui est destiné aux fans de l'œuvre. Je pense qu'il ne faut pas forcément l'acheter ou aller vers ce recueil si vous avez aimé ou sans plus. Ce qui est intéressant, c'est les discussions entre Usamaru Furuya et Yama Wayama, puisqu'on voit vraiment le rapport un petit peu entre maître et disciple en fait, puisque Yama Wayama, je pense, est beaucoup plus jeune que Usamaru Furuya, et surtout est une grande fan du travail de l'auteur, donc à chaque fois qu'il lui fait des compliments, elle est aux anges, et c'est toujours très sympa de voir cette relation entre deux auteurs, mais globalement c'est pas un indispensable non plus. Moi j'ai bien aimé, puisque j'avais beaucoup aimé Litchi Ikari Club, mais je le relirai certainement pas, je vais le garder bien sûr pour la collection, et parce que c'est toujours sympa de pouvoir refeuilleter certaines images, que ce soit de Furuya ou de Wayama. Et voilà, rien d'indispensable. Et donc ce recueil, je vais le noter 13/20. Tome 37 de My Hero Academia, je vais pas trop m'étaler dessus parce que je vais éviter de spoiler. Mais il y a une chose que j'ai beaucoup aimé dans ce tome, c'est toujours le développement des personnages secondaires que je trouve incroyable dans My Hero Academia. C'est surtout sur ce personnage-là, voilà.
qu'on n'avait pas trop eu l'occasion de voir avant, quand même un petit peu, puisque l'auteur développe vraiment ses personnages. Mais là, on le voit vraiment, et c'est toujours sympa d'avoir ce genre de focus. Ce que j'ai moins aimé, c'est la tournure qu'a pris un certain événement qui est arrivé dans le tome d'avant. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de prise de risque, on va dire, à ce niveau-là. Et ça, c'est un petit peu dommage. J'en parle pas plus. Mais globalement, je vais mettre un 15 sur 20 à ce tome 37 de My Hero Academia. Le tome 28 de One Punch Man, moi j'ai beaucoup aimé ce tome. Franchement, ok, on voit pas trop Saitama et on a envie de le revoir forcément, hein. C'est tous notre personnage préféré. Mais par contre, on développe ce personnage-là. On l'avait déjà bien développé avant. C'est un personnage que j'aime de plus en plus, honnêtement. Je la trouve super bien écrite, super bien développée. Et elle se bat super bien aussi, donc toujours très agréable. Pareil, à l'instar de My Hero Academia, je trouve les personnages secondaires, donc les héros en fait, et surtout les classes S, très très bien développés dans One Punch Man. C'est toujours super intéressant. Et en plus, là, on découvre un personnage qu'on attendait de voir depuis tellement longtemps, on nous en parle depuis tellement longtemps, et il apparaît enfin. Donc vraiment un très bon tome de One Punch Man, franchement ça faisait longtemps, alors j'ai beaucoup aimé tous les tomes précédents, mais ça faisait longtemps que j'avais pas passé un aussi bon moment avec One Punch Man. Et donc ce tome 28, je vais lui mettre un 17 sur 20. J'ai découvert ce mois-ci un auteur que j'ai beaucoup aimé, un auteur d'horreur, qui s'appelle Hideshi Ino, et j'avais commencé par Onimbo. Onimbo, ça nous raconte l'histoire de ce personnage qui est un yokai qui va aller chasser un petit peu des créatures maléfiques qui se sont insérées dans des êtres humains, et son but ça va être de chasser le plus de ces créatures maléfiques pour pouvoir les manger, tout simplement, parce que c'est son kiff. Vraiment beaucoup aimé ce recueil de Onimbo, et j'ai beaucoup aimé le style de Hideshi Ino, qui est un style un petit peu à l'ancienne, mais qui diffère vraiment de tout ce que j'ai pu lire en matière d'horreur. Et je me demande si au final c'est pas un style qui me plaît encore plus que celui de Junji Ito, même si j'adore le style de Junji Ito, mais vraiment très charmé par ce style-là. Et Onimbo, je vais lui mettre un 16 sur 20. Alors celui-ci, je l'ai vraiment adoré, il s'appelle Panorama de l'enfer. Et ça va nous raconter l'histoire de ce peintre en fait qui est obsédé par la couleur du sang. En fait, il aime peindre qu'avec du sang. Et donc forcément, pour avoir du sang, il faut trouver du sang sur des humains. Donc il va nous raconter toutes sortes d'histoires très morbides à ce sujet. Et c'était passionnant. Franchement, j'ai adoré. C'est pour l'instant forcément mon manga préféré de l'auteur. Et je vous recommande vraiment de commencer votre lecture par ce manga-là, pour vraiment apprécier ce que fait de mieux en fait cet auteur. Je vous en dis pas plus sur toutes les histoires de ce recueil, mais vraiment allez lire du Hideshi Ino et commencez par Panorama de l'enfer, puisque pour moi, pour l'instant, c'est son meilleur. Il y en a encore 2 que j'ai pas lu, mais c'est vraiment du très très bon. Et donc, Panorama de l'enfer, je vais lui mettre un 17 sur 20. Et le troisième Hideshi Ino, c'est Serpent Rouge. Alors celui-ci, honnêtement, je l'ai moins apprécié que les 2 autres. Je suis un peu moins rentré dans l'histoire, même si j'adore toujours autant le style, même si je l'ai lu d'une traite et je me suis quand même régalé. Mais l'histoire m'a moins parlé, on va dire. Donc forcément, quand on en lit plusieurs dans le même mois, du même auteur, on compare. Et comparé aux 2 autres, celui-là est quand même nettement en dessous. Donc Serpent Rouge, en comparaison aux 2 autres, je vais lui mettre un 14 sur 20. Certainement le manga le plus chelou de mes lectures du mois, Suburban Hell chez IMHO. C'est un manga d'horreur nouvelle génération, mais du hardcore horror, donc avec des images assez crues, assez gore. Vraiment pas pour tous les publics, n'achetez pas ce manga si vous avez moins de 18 ans, voire même moins de 20 ans, voire si vous êtes sensible, parce que c'est quand même du lourd. Ça va être 7 histoires courtes qui traitent globalement de la folie des genres en fait. J'ai beaucoup aimé le trait de Suburban Hell, j'ai un petit peu moins été conquis par le fond en fait de Suburban Hell. J'ai trouvé que c'était un petit peu gratuit parfois, même si ça reste très intéressant, hein. Il y a une vidéo précédente où j'ai dit que j'avais beaucoup aimé Pumpkin Night, c'est aussi gratuit dans Pumpkin Night, mais j'ai quand même été moins séduit par celui-ci. Donc pour moi c'est pas forcément un indispensable à avoir, même si je vais certainement le relire dans quelques années, et je vais le garder dans ma collection. Donc Suburban Hell, je vais lui mettre un 13 sur 20. Et on finit cette tier list avec le tome 27 de Vinland Saga, que j'attendais impatiemment, et j'ai vraiment pas été déçu. Toujours aussi bien, j'en dis pas énormément pour pas spoiler, je sais que l'anime en est encore loin de là où on en est, mais Vinland Saga c'est toujours aussi bon, franchement. Pour l'instant c'est un sans faute ce manga, et forcément ça se classe parmi mes mangas préférés. J'adore toujours autant le personnage de Hild, qui est l'un de mes personnages préférés.
le personnage de Thorfinn bien sûr, et forcément j'ai hâte d'avoir la suite, même si je sais que le rythme de parution de Vinland Saga est assez lent. Je sais pas où on se situe par rapport à la fin, si vous le savez n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je sais pas si l'auteur Makoto Yukumura a fait des commentaires par rapport à ça, mais personnellement je pense quand même qu'on se rapproche assez dangereusement de la fin, vu les événements qui se passent là actuellement depuis quelques tomes. Et Vinland Saga, forcément, ça prend un 18 sur 20. Et c'est la fin de cette vidéo, merci à toutes et à tous de l'avoir regardé, merci à toutes et à tous pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit like sur la vidéo et à me dire quelles ont été vos meilleures lectures du mois de novembre. S'il y a des mangas sur lesquels vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi, n'hésitez pas non plus, moi j'aime bien débattre dans les commentaires. On se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos, merci encore, à plus.